film a été réalisé sous la direction technique de M. Pérouse, le président de la commission sportive de l'Automobile Club de France. C'est l'Automobile Club de Champagne qui fut désigné pour organiser ce premier Grand Prix de France international qui se déroule sur le circuit traditionnel de Gueux. Les meilleurs pilotes mondiaux, français, argentins, anglais, italiens, ont répondu à l'appel des organisateurs. Et la veille de la course, les pilotes se retrouvent sur le circuit, ou plus exactement au parc à voitures. Voici Louis Chiron qui surveille lui-même la dernière mise au point de sa voiture avant les essais. Villoresi et Ascari, deux des favoris parmi les pilotes italiens. Un coup de gonfleur aux voitures italiennes avant le début des essais. Et voici le pilote de la voiture de l'Argentin Fangio qui change les bougies, pendant que Fangio est déjà au volant de sa voiture. Dans un coin du parc à voitures, certains pilotes préfèrent casser la croûte. Mais sur le circuit, Raymond Sommer inaugure lui-même le début des essais. Au cours des essais, avant de faire la vitesse, il s'agit surtout de reconnaître les difficultés du parcours, Giro Cabantu et Fangio. Voici un virage au ralenti du pilote argentin Fangio, l'un des favoris de la course. C'est au virage de Gueux. Mais dans l'après-midi, les voitures reviennent à Reims pour se présenter devant les commissaires de la commission technique. Et dans le hall d'un grand garage de Reims, les commissaires passent en revue toutes les voitures. Louis Chiron bavarde avec Raymond Sommer, pendant que les commissaires examinent sa voiture, la Talbot numéro 6. Et maintenant, Louis Chiron est obligé de subir les formalités d'usage. Le capot ouvert, voici la Delahaye de Chabou, la seule Delahaye qui soit inscrite au départ de cette course. L'examen des commissaires a été satisfaisant et Chabou maintenant subit lui aussi les formalités d'usage. Après avoir touché ses tickets de carburant, Louis Chabou va présenter sa licence de conducteur. Et c'est maintenant Philippe Étancelin qui se trouve devant les membres de la commission technique. Philippe Étancelin qui connaît le circuit de Reims par cœur. Et c'est au tour des voitures italiennes à venir se présenter devant les membres du jury, pendant que Raymond Sommer discute avec les commissaires. Le lendemain, jour de la course, les différentes enceintes réservées au public sont archi-combles, car ce premier Grand Prix de France remporte un succès considérable et un simple coup d'œil sur le parc à voitures donne une idée du nombre de spectateurs qui ont tenu à se déplacer venant de tous les coins de France et même d'ailleurs, car nombreux sont les étrangers qui aujourd'hui sont présents à Reims. Une voiture qui arrive en droite ligne de Buenos Aires, une autre venant de Belgique et enfin une troisième venant d'Italie. Dès la fin de la matinée, il était pratiquement impossible de trouver la moindre place au parc à voitures. Et grâce à l'organisation parfaite due à l'Automobile Club de Champagne, les spectateurs trouvaient dans les différentes enceintes des restaurants où ils pouvaient prendre des forces avant de gagner leur place dans les gradins. Et dès le début de l'après-midi, ce sont les motocyclistes qui, les premiers, se sont affrontés sur le circuit de Gueux. Deux épreuves leur étaient réservées. Une première épreuve en petite cylindrée. Dès le départ, un Français est en tête, c'est Georges Well. Mais malheureusement, il est accidenté et il doit laisser le commandement de la course à un autre Français, Georges Monneret. Monneret, grand champion motocycliste, remportait une nouvelle victoire. Dans la catégorie des grandes cylindrées motocyclistes, c'était un autre Français, Marcel Perrin, qui triomphait. Mais après les motocyclettes, les voitures. Première épreuve, course réservée aux petites cylindrées. Coupe Jean-Pierre 8000. Dès le départ, les voitures prennent des vitesses supérieures à 200 à l'heure. Au premier passage, c'est un Argentin qui est en tête, l'Argentin Fangio, suivi de très près par les Italiens et par les voitures françaises qui font surtout une course d'équipe. Mais Fangio devra abandonner le commandement de la course assez rapidement à la suite d'ennuis mécaniques très nombreux pour tous les pilotes, car le circuit de Reims est extrêmement meurtrier. Sur la ligne droite devant les tribunes, les voitures font plus de 200 à l'heure. Fangio ayant abandonné, c'est un Italien qui prend la tête de la course. Cet Italien est Ascari. Il devait la conserver pendant les 3/4 du parcours. Lorsqu'un pilote tombe en panne sur un circuit, il doit lui-même, par ses propres moyens, pousser sa voiture jusqu'à son stand de ravitaillement, car personne ne doit l'aider. Voici un virage pris au ralenti. Il s'agit du virage de Gueux, l'un des plus sévères du parcours. Et finalement, malgré les efforts de tous les conducteurs, malgré les efforts des pilotes français,
Ascari augmente son avance, car les Français comptaient beaucoup sur Raymond Sommer, mais Raymond Sommer lui aussi a été accidenté et a dû s'arrêter à son temps de ravitaillement. Et devant Charles Farroux, c'est Ascari qui passe le premier, vainqueur de cette épreuve qui s'est commencée sous le soleil et qui s'est terminée sous la pluie. Mais heureusement, la pluie devait être de courte durée et finalement, c'est sous le soleil qu'a été donné le départ aux grosses cylindrées. Jusqu'au dernier moment dans le parc à voitures, les mécaniciens s'affairent sur les capots des voitures. Mais rapidement, les 15 voitures qui doivent participer à ce premier Grand Prix de France sont amenées sur la ligne de départ où elles trouvent leur place suivant les classements établis au cours des essais. Villoresi discute avec Charles Farroux, le commissaire de la course. Une minute de silence est observée à la mémoire de Jean-Pierre Vimille. Fangio est félicité par le président de l'Automobile Club d'Argentine avant le départ, qui lui souhaite bonne chance, bien entendu. Raymond Sommer est quelque peu nerveux. Et sur la de la haie de Chaboux, on travaille jusqu'au dernier moment. Philippe Étancelin, lui, en a vu d'autres, et Charles Farroux, finalement, réunit une dernière fois tous les pilotes avant le départ et leur communique ses derniers conseils et ses dernières consignes. Un coup de démarreur automatique, les voitures sont sous les ordres du starter, tout est prêt. Non, une voiture ne démarre pas. Un mécanicien demande l'autorisation d'aller la faire démarrer au démarreur électrique. Encore une seconde et les 15 voitures s'élancent. Et rapidement, c'est un pilote argentin qui prend la tête. Campos, suivi par un Italien, Villoresi, suivi par un deuxième pilote argentin, Fangio. C'est à plus de 250 km/h que les voitures passent devant les tribunes. La lutte pour la première place est extrêmement vive entre Campos, Villoresi et Fangio. Mais Villoresi doit abandonner la lutte rapidement car il casse sa mécanique dans le virage du Tillois. Nous avons alors deux pilotes argentins en tête, Campos et Fangio. Derrière eux, les voitures françaises. Mais les voitures italiennes plus rapides doivent ravitailler, alors que les voitures françaises peuvent faire les 500 km du parcours sans ravitailler. Les arrêts au stand sont très nombreux. Un des premiers, Raymond Sommer, doit s'arrêter. Et la lutte pour la première place est toujours aussi vive. Et finalement, c'est le prince Bira, sur voiture italienne, qui prend le commandement. Et Bira doit s'arrêter à son stand de ravitaillement. Ses mécaniciens se dépêchent au maximum. Madame Chiron pointe les voitures. Son mari va-t-il passer en tête? Oui, Chiron passe en tête pendant que Bira est en train de ravitailler. Bira se dépêche de terminer son ravitaillement, repart, mais il est maintenant en seconde position. Louis Chiron est en tête sur voiture française. Ce sont les Argentins qui s'arrêtent à leur tour. Mais Campos doit abandonner car il a des ennuis mécaniques. Fangio a abandonné également. Les deux pilotes argentins, deux favoris de la course, sont hors de combat. En tête actuellement, nous avons une lutte à 3 voitures. Le prince Bira, Louis Chiron et Whitehead sur voiture italienne. Louis Chiron garde la tête et au moment même où Whitehead essaye de le passer, Whitehead casse sa mécanique, ce qui fait que Louis Chiron n'est plus inquiété. Whitehead devra être sauté ensuite par le troisième, qui est le prince Bira. Et nous avons à quelques kilomètres de l'arrivée l'ordre suivant. En tête, Louis Chiron. Seconde position, Prince Bira. Troisième position, Whitehead. Et l'ordre ne changera plus jusqu'à l'arrivée où Louis Chiron franchit en vainqueur la ligne d'arrivée après 500 km de course. Louis Chiron, pilote sympathique entre tous, pilotant une voiture de marque française. Une Talbot est ovationnée par un public qui envahit malgré le service d'or. Et Louis Chiron est pratiquement porté en triomphe. Ce premier Grand Prix de France se termine en apothéose par la victoire d'une voiture française.